Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Ce mardi, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé la hausse de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Il s'agit d'un coup dur pour de nombreux Français, mais tout particulièrement pour ceux qui exercent des métiers rudes, voire potentiellement dangereux. Nous partons aujourd'hui à la rencontre d'un métier souterrain particulièrement affecté par les réformes et une grande partie de ceux qui l'exercent seront probablement dans les rues très prochainement. Guillaume Conrad a 38 ans, il est technicien du traitement des eaux à Paris. Il effectue et supervise des travaux de nettoyage et de réparation d'urgence au sein du réseau d'égouts tentaculaire de la ville. Si ce métier le passionne, il reste néanmoins dur à exercer au quotidien et sur la durée. Avec le nouveau projet gouvernemental de réforme des retraites annoncé ce mardi, Guillaume devra travailler 2 ans de plus que prévu avant de pouvoir passer le flambeau. 2 années de trop pour un technicien qui met sa santé en danger dans les égouts de la capitale depuis déjà de nombreuses années. Oui, c'est physique. Tout simplement, qu'est-ce qui obstrue l'écoulement de l'eau? C'est souvent ce qu'on appelle des corps lourds, des flottants, tout ce qu'on matière fécale, tout ce qui est lingettes. C'est une grosse problématique qu'on rencontre depuis une dizaine d'années. C'est la problématique des lingettes, tout ce qui est aussi des versements de produits dangereux. Concrètement, on y va avec les moyens du bord pour rétablir l'écoulement, soit par haute pression, ou soit avec des systèmes mécanisés. Mais ça reste un travail très manuel et qui a très peu évolué depuis son début. C'est un métier qui reste encore extrêmement exposé au danger. Le danger, il est partout. Il est partout et c'est ça qui est vraiment sa spécificité. S'il devrait y avoir des enquêtes sur les conditions de travail et on veut voir le pire, je pense que dans le réseau d'assainissement, on vient et là on a tout. On a les risques de chute, on a les TM, tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, les portes de charge, contamination avec tous les virus, oui, c'est extrêmement dangereux. Et ça, c'est la réelle problématique. Je pense qu'on peut se considérer comme un des métiers les plus dangereux. La dureté du métier permettait auparavant aux collègues de Guillaume, qui descendent quotidiennement dans les tunnels souterrains, de bénéficier d'une retraite anticipée à l'âge de 52 ans. C'était sans compter l'annonce de la Première ministre Elisabeth Borne qui a déclaré ce mardi que l'âge de la retraite allait être augmenté de 2 ans. L'équipe de techniciens du traitement des eaux devra attendre d'avoir 54 ans pour se retirer. De toute évidence, Guillaume n'est pas concerné par ce genre d'exemption étant donné qu'il ne descend pas dans les égouts tous les jours en raison de son statut de superviseur. Si elles ne sont pas quotidiennes, ces descentes sous terre se montent toutefois à 3 ou 4 par semaine. Donc je partirai, j'ai mon 62 ans et ça me rajoute 2 ans. Donc là, dans les conditions actuelles, c'est un peu compliqué, on ne va pas se le mentir. Le réseau, c'est un réseau qui est considéré vraiment un réseau insalubre, où on est en contact avec énormément de choses. Et moi, je mets en danger ma santé. Donc là, ça va, je suis encore jeune, je suis encore dynamique. Quand on fait des puits à échelon, qu'on porte l'aérie, ça va, c'est pour l'instant. Mais je ne me vois pas, déjà à 50 ans, 55 ans, continuer mon activité de la même manière. Donc, et malheureusement, la manière, elle reste la même dans 50 ans. Comme le réseau d'assainissement, il n'a pas changé. Voilà. Stéphane Rouanou, 53 ans, travaille depuis plus de 25 ans au sein de l'équipe de réparation d'urgence des égouts de Paris, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le poids des années commence à se manifester, les contraintes sont là aussi. On essaye de continuer. On s'aperçoit effectivement que ça va être compliqué pour envisager une suite dans de bonnes conditions. Voilà, on croise les doigts, mais ça ne va pas être facile. La réforme des retraites suscite de vives oppositions et engendrera certainement diverses grèves et manifestations. La Première ministre a annoncé qu'à partir de 2027, il sera nécessaire d'avoir travaillé 43 ans pour bénéficier d'une pension complète, une mesure au dire du gouvernement nécessaire pour équilibrer les comptes. De façon générale, les syndicats rejettent cet argument et promettent une lutte acharnée dans la rue pour faire dérailler la réforme qui doit encore être adoptée par le Parlement. De nombreux techniciens du traitement des eaux de Paris descendront probablement dans la rue lors d'une journée de grève nationale qui aura lieu ce 19 janvier. Et le mécontentement s'exprime également outre-Manche avec des grèves qui se poursuivent au Royaume-Uni. Le pays est maintenant confronté à la grève des ambulanciers. Le Premier ministre Rishi Sunak a fait des commentaires virulents sur la question. Voici ce qui s'est passé. Le leader du Parti travailliste a demandé au Premier ministre quand les patients atteints de cancer
auront la certitude de recevoir des soins rapides. Il a déclaré qu'il n'y a rien de plus terrifiant pour les patients que de s'entendre dire qu'ils pourraient avoir un cancer. Le Premier ministre a répondu que ce qui est vraiment terrifiant pour les patients ayant besoin de soins urgents, c'est la série actuelle de grèves parmi les ambulanciers. Il parle de ce qui est terrifiant. Monsieur le Président, ce qui est terrifiant, c'est qu'à l'heure actuelle, les gens ne savent pas si lorsqu'ils appellent les urgences, ils obtiendront le traitement dont ils ont besoin. Maintenant, Monsieur le Président, en Australie, au Canada et aux États-Unis, ils ont interdit les grèves des ambulances. Ce n'est pas notre cas. Tout ce que nous disons, c'est que dans ces services d'urgence, les patients devraient pouvoir compter sur les premiers secours. Pourquoi est-il contre cela, Monsieur le Président ? Environ 25 000 ambulanciers d'Angleterre et de Pays de Galles se sont mis en grève mercredi. Ils veulent une augmentation de salaire. Unison, l'un des syndicats représentant les ambulanciers, a reproché au gouvernement de refuser à plusieurs reprises de s'asseoir à la table des négociations. Hier, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, a annoncé avoir infligé une amende de 5 millions d'euros à TikTok en raison de manquements liés à la gestion des cookies publicitaires. Ceci alors que la société chinoise est confrontée à des critiques grandissantes en Europe. 5 millions d'euros, c'est l'amende que la CNIL a prononcée à l'encontre de TikTok. Il s'agit de la plus importante sanction prononcée en Europe contre la plateforme de vidéos courtes appartenant à la compagnie chinoise ByteDance. La CNIL a précisé que son enquête ne concernait que le site internet tiktok.com et non les applications pour smartphone beaucoup plus utilisées. La CNIL a constaté que pour les utilisateurs de tiktok.com, il était plus complexe de refuser les traceurs en ligne que de les accepter. L'autorité a également constaté que les internautes n'étaient pas suffisamment informés de l'utilisation des cookies par TikTok. Selon les règles de l'Union européenne, les sites web doivent clairement demander le consentement préalable des internautes pour toute utilisation de cookies, de petits éléments de données stockés lors de la navigation sur le web, pour que l'utilisateur puisse faire un choix informé, et les sites web doivent également permettre de les refuser facilement. L'affaire survient alors que TikTok est de plus en plus critiqué en Europe concernant la protection des mineurs contre l'application particulièrement addictive, ou encore du transfert de certaines informations sensibles vers la Chine. Et aux États-Unis, de nouveaux documents classifiés ont été découverts jeudi dans le garage de l'une des maisons du président Biden dans le Delaware. Les républicains réclament un procureur spécial alors que l'université de Pennsylvanie, qui accueille le centre Penn Biden, a reçu un afflux important de dons en provenance de Chine, ce qui suscite de plus en plus de questionnements. Daniel Monaghan de NTD nous en dit plus. Les documents classifiés doivent rester dans un lieu approprié. Les appels à la nomination d'un procureur spécial par le procureur général Merrick Garland prennent de l'ampleur. Le sénateur Josh Hawley affirme que le cas de Biden est sans doute pire que celui de Trump parce que Biden, en tant que vice-président, n'aurait pas pu déclassifier les documents. Voici Hawley sur Fox News. Merrick Garland dit « Oh, nous devons avoir un procureur spécial pour Trump. Eh bien, dans ce cas, nous devons en avoir un pour Biden. » Alors que la députée Marjorie Taylor Greene adopte une ligne plus dure. Je vais le redire, destituer Biden. Le sénateur Lindsey Graham a déploré sur Fox News ce qu'il estime être une faible couverture du sujet par les médias nationaux en impliquant 2 poids 2 mesures. Tous les conservateurs sont complètement dégoûtés par la norme qui existe en Amérique entre les conservateurs et tous les autres. Tandis que le député Chris Stewart souligne la gravité des documents trouvés. Ces documents sont classifiés, non seulement top secret, mais dans certains cas, ils étaient même apparemment estampillés informations sensibles, qui est la plus haute classification de sécurité qui puisse exister. Au cœur du scandale des documents classifiés de Biden se trouve le Penn Biden Center. Les questions abondent concernant les dons chinois à l'université de Pennsylvanie. Celle-ci a reçu près de 80 millions de dollars de cadeaux et de contrats de la Chine entre 2014 et 2020. Et le Washington Free Bacon rapporte que des dons étrangers ont triplé au cours des 2 années qui ont suivi l'ouverture du centre Biden en 2017. La plupart de ces fonds provenant de Chine. Un porte-parole de l'université de Pennsylvanie a déclaré que l'université est entièrement conforme à la loi fédérale concernant la déclaration des cadeaux et des contrats étrangers.
Pendant ce temps, Hunter Biden a apparemment discuté du centre par email avant son lancement. En 2016, l'agent de la Creative Artistic Agency, Craig Gehring, a envoyé un mail à Hunter Biden, entre guillemets, des notes confidentielles de leur réunion. Gehring a énuméré les plans explicites discutés en faveur de Biden après son départ du bureau ovale. L'un de ces plans comprenait la création de richesses sans autre explication, alors qu'un autre comprenait une référence claire au Penn Biden Center avec une possible opportunité d'emploi pour Hunter. Selon Lindsey Graham, il pourrait y avoir une lueur d'espoir pour Donald Trump dans cette affaire. Après cela, l'idée de poursuivre Trump pour avoir manié des informations classifiées diminue considérablement. Par ailleurs, le député Jamie Raskin affirme que l'administration Biden a fait tout ce qu'il fallait après avoir découvert que ces documents se trouvaient au mauvais endroit. Daniel Monaghan, NTD Actualité. Et maintenant, zoom sur la pandémie de Covid-19 en Chine. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, semble préoccupée par le manque de transparence de la Chine. Un haut fonctionnaire de l'OMS a déclaré mercredi que l'organisation pense que les décès en Chine sont largement sous-déclarés. La semaine dernière, environ 11 000 décès liés au Covid ont été signalés à l'OMS dans le monde. Le responsable de l'organisation a déclaré, je cite, « Ce nombre est presque certainement sous-estimé étant donné la sous-déclaration des décès liés au Covid en Chine. » L'OMS a travaillé avec la Chine pour mieux comprendre la dynamique de la pandémie dans ce pays. Il est difficile pour nous de comprendre et beaucoup d'entre vous auront entendu parler de pic et de la maladie qui atteint son pic dans certaines zones, qui a atteint son pic dans certaines villes et dont l'impact augmente dans les zones rurales. Mais il n'est pas possible pour l'OMS de vous donner un rapport détaillé à ce sujet car nous n'avons tout simplement pas ces données et nous continuons à les demander. Les responsables de l'OMS ont déclaré que la Chine a partagé la semaine dernière davantage d'informations sur sa réponse actuelle à la pandémie. Mais l'OMS n'a toujours pas assez d'informations pour faire une évaluation complète des dangers de l'épidémie actuelle. L'agence tente de mieux comprendre la dynamique de transmission du virus en Chine. Les responsables ont déclaré que l'agence avait offert un soutien technique à la Chine pour l'aider à analyser le mélange de virus qui y circule. Les infections Covid ont bondi en Chine après que le pays a levé la politique du zéro Covid le mois dernier. Jusqu'à présent, le régime chinois a rejeté le scepticisme international concernant ces données sur la pandémie. Et s'il fallait plus de preuves sur la gravité de la situation, on peut voir que les pompes funèbres chinoises sont débordées en raison de la récente vague de Covid. Nous avions déjà entendu des rapports, mais maintenant, il y a de nouvelles preuves grâce à des images satellites. On regarde. Les images satellites montrent une augmentation de l'activité dans les centres funéraires en Chine depuis décembre. Ce phénomène a commencé après que Pékin a aboli sa politique zéro Covid et levé les confinements. Ces 2 dernières semaines, les satellites ont enregistré une forte augmentation par rapport à 1 ou 2 ans en arrière du nombre de véhicules garés devant les pompes funèbres de Pékin et d'autres grandes villes. Un salon funéraire à Pékin a même construit un parking étendu. Le Covid-19 se répand sans contrôle parmi les 1,4 milliard de Chinois. Mais alors que les hôpitaux et les pompes funèbres sont débordés et que les cercueils sont brûlés en plein air dans certaines zones rurales, les autorités chinoises disent que seulement 30 personnes sont mortes du virus le mois dernier, ce qui laisse penser que le Parti communiste chinois dissimule le nombre réel de décès. Les entreprises de pompes funèbres prennent des mesures pour faire face à l'augmentation de la demande de services. Certaines limitent le nombre de cadavres qu'elles acceptent chaque jour. D'autres ont cessé d'offrir des services commémoratifs, ne prévoyant que 2 minutes pour que les familles puissent voir leurs proches une dernière fois avant la crémation. Certaines familles ont été contraintes d'attendre les services funéraires devant un salon funéraire de la ville de Nanjing. Les voitures faisaient la queue vendredi dernier. Une femme a dit qu'elle attendait depuis une journée entière. Un habitant de la province de Shandong nous a dit que le nombre de cadavres envoyés à un centre funéraire local est maintenant 10 fois plus élevé que d'habitude. L'autre jour, nous avons assisté au service commémoratif de la mère d'un collègue. La route menant au crématorium était bloquée, pleine de voitures, comme l'a dit le personnel du crématorium. Habituellement, il recevait 7 ou 8 cadavres par jour, un peu plus en hiver, avec 8 ou 9, mais maintenant, il y en a environ 90. Il ajoute que ce ne sont pas seulement les personnes âgées atteintes de maladies existantes qui décèdent. Des personnes jeunes, par ailleurs en bonne santé, meurent également.
La demande de médicaments antiviraux monte en flèche avec l'épidémie de Covid-19 en Chine. Pékin annonce qu'elle va retirer un certain médicament de la liste de l'assurance maladie en avril. Le médicament visé s'appelle Paxlovid, un antiviral fabriqué par le fabricant américain Pfizer. Les autorités chinoises ont attribué le retrait à un prix élevé pour le médicament anti-Covid proposé par la firme américaine. Mais selon le PDG de Pfizer lundi, les pourparlers avec la Chine avaient été interrompus, car Pékin exigeait un prix inférieur à celui que Pfizer pratique pour la plupart des pays à revenus moyens inférieurs. Citant la position de la Chine en tant que deuxième économie mondiale, le PDG a déclaré qu'il ne pensait pas que la Chine devait payer, je cite, moins cher que le Salvador. Il a dit que la société pourrait finir par vendre uniquement au marché privé en Chine. Selon les rapports, le Paxlovid en Chine coûte moins de 280 € pour un traitement de 5 jours. C'est moins qu'aux États-Unis et qu'en Europe, où les prix varient entre 450 et 650 €. En Chine, les médias d'État s'en prennent à l'entreprise américaine, accusant Pfizer de faire passer le profit avant la santé et déclenchant une vague d'opposition des citoyens chinois aux médicaments anti-Covid. D'un autre côté, les riches de Chine ainsi que les fonctionnaires de haut niveau auraient stocké du Paxlovid et l'auraient distribué pour s'attirer les faveurs de leurs partenaires commerciaux. Ceci alors que les boîtes de Paxlovid s'échangeaient pour plus de 20 fois le prix d'origine du médicament. Parlons maintenant des alliances stratégiques dans la région Indo-Pacifique. Alors que les États-Unis et le Japon renforcent leur alliance, ce mercredi, des discussions ont porté sur la lutte contre les menaces de la Corée du Nord et de la Chine. À la lumière des récents événements, les États-Unis et le Japon ont condamné les actions de la Corée du Nord et de la Chine qu'ils considèrent comme le plus grand défi sécuritaire de la région. Cos Temenes de NTD nous donne les détails. Lors d'une conférence de presse conjointe, le secrétaire d'État Anthony Blinken, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et leurs homologues japonais Yoshimasa Hayashi et Yasukazu Hamada ont qualifié la Chine de menace sans précédent pour l'ordre international. Les deux pays ont exprimé leur engagement en faveur d'une alliance renforcée dans la région Indo-Pacifique. Je pense que ce que vous voyez en temps réel est une alliance qui se modernise et les États-Unis et le Japon travaillent en étroite collaboration pour être prêts à relever les défis émergents dans la région Indo-Pacifique et au-delà. Le Japon et les États-Unis restent unis dans leurs préoccupations face aux actions déstabilisatrices de la Chine. Et je tiens à réaffirmer l'engagement inébranlable des États-Unis à défendre le Japon avec toute la palette de nos capacités, y compris nucléaires. Les deux pays ont signé un accord reflétant les efforts pour approfondir la coopération dans un champ plus large, y compris l'espace, la cybersécurité et les technologies émergentes. Nous avons tous les quatre convenu de promouvoir des initiatives dans des domaines étendus, notamment le fonctionnement efficace de la capacité de contre-attaque basée sur la coopération bilatérale. Pendant ce temps, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a rencontré son homologue japonais Fumio Kishida à Londres mercredi. La visite de Kishida s'inscrit dans le cadre d'une tournée des pays du groupe des 7. Le défi que représente la Chine dans la région Indo-Pacifique a été au cœur de leurs discussions. Les deux pays ont signé un accord qui leur permettra de déployer des forces sur le sol de l'autre. Cet accord s'inscrit dans le cadre d'une stratégie visant à renforcer la sécurité et les liens commerciaux. Cos Temenez, NTD Actualité. Et en Grèce, le Premier ministre a réfuté les informations faisant état d'un rapatriement imminent des marbres du Parthénon. Kyriakos Mitsotakis, dont le mandat se termine en juillet, a déclaré qu'il espérait obtenir le retour des sculptures s'il remportait un second mandat. Nous allons continuer à travailler pour atteindre cet objectif. Je ne m'attends pas à des résultats immédiats, mais je crois que nous avons déjà avancé de manière très systématique. Et si le peuple grec nous fait à nouveau confiance, je pense que nous pourrions atteindre cet objectif après les élections, en respectant bien sûr les lignes rouges évidentes que tous les gouvernements grecs ont posées. La Grande-Bretagne et la Grèce sont récemment entamées de nouvelles discussions sur un éventuel accord pour mettre fin à ce long conflit. Athènes demande le retour permanent de sculptures vieilles de 2500 ans retirées du temple du Parthénon. La Grèce a accusé le diplomate britannique Lord Elgin de vol et ne reconnaît pas le British Museum comme propriétaire des sculptures. Le musée, quant à lui, maintient qu'elles ont été acquises légalement. Le secrétaire d'État à la Culture, Michel Donnellan, a déclaré hier que les marbres appartiennent au Royaume-Uni et ne devraient pas être rendus à la Grèce.
Et retour en France maintenant où les entreprises et les ménages les plus prévoyants se préparent à d'éventuelles coupures de courant cet hiver. Ils prennent des précautions supplémentaires en faisant le plein de générateurs d'électricité, de lanternes ou de réchauds de camping. Le directeur d'un magasin de plein air à Paris réapprovisionne les étagères en réchauds de camping et en lanternes à gaz. Ce matin, on a reçu une livraison de réchauds et de lanternes à gaz. Une grosse commande, une centaine de réchauds et une centaine de lanternes à gaz aussi. Je pense que ça va nous faire jusqu'à fin de semaine prochaine. Une vague de froid en décembre a incité le gouvernement français à mettre en garde contre de possibles coupures de courant cet hiver. Certains prennent donc des précautions supplémentaires. On remarque une nouvelle clientèle, parisienne notamment, qui sont assez soucieux et inquiets de se retrouver sans électricité. Et afin de se rassurer, ils veulent avoir ce genre de produit-là dans leur logement. Selon le gérant, les ventes de lanternes et de réchauds de camping ont été multipliées par 10 le mois dernier. Ce client est en train d'acheter des lampes. Voilà, j'ai fait le point sur le matériel de camping qu'on a de montagne et je trouvais qu'il nous manquait de lampes en cas de pépin. Voilà. Le fait de parler d'éventuelles coupures de courant a également fait bondir les ventes de générateurs d'électricité. Un supermarché du nord-ouest de la France a récemment reçu un générateur qu'il avait commandé en août. Le directeur du supermarché a déclaré que le prix de 20 000 € pour le générateur en valait la peine. Donc en fait, sans ce groupe électrogène, en fait, dans la partie frais, au bout de 2 heures, je vais perdre ma marchandise, donc j'en ai pour un peu plus de 30 000 € de marchandises. Et pour la partie surgelée, j'en ai pour environ 15 000 € de marchandises. Et au bout de 1 heure, je serai obligé de jeter toute ma marchandise. Le directeur général d'une entreprise de générateurs a déclaré que les stocks étaient passés d'environ 500 générateurs à 180 à la mi-décembre. La plupart des acheteurs étaient de grands détaillants, des maisons de retraite, des cliniques médicales et des bureaux gouvernementaux. Alors l'activité à ce moment, elle a plus que doublé, elle a presque triplé par rapport à ce que l'on fait habituellement. D'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais si vous tournez la caméra, vous allez voir que les entrepôts sont pratiquement vides. Il doit rester à peu près 180 machines qui sont vendues et qui sont en attente de préparation pour partir chez les clients. Alors que la France est habituellement un exportateur net d'électricité vers ses voisins européens, elle est devenue un importateur net cette année. Plusieurs réacteurs de son parc nucléaire ont été arrêtés pour des travaux de maintenance et de réparation de la corrosion, ce qui a suscité des mises en garde contre d'éventuelles pénuries d'électricité. Et pour terminer ce journal, partons pour l'Italie où un homme de 72 ans vit depuis plus d'un demi-siècle en dehors du réseau électrique. Dans une ferme délabrée de la côte est de l'Italie, Fabrizio Cardinali se chauffe et cuisine entièrement au bois et lit grâce à des lampes alimentées par de l'huile de friture usagée. Il cultive ses propres fruits, légumes et olives et affirme qu'il n'a jamais regretté son choix. Fabrizio Cardinali est peut-être l'une des rares personnes en Europe à ne pas s'inquiéter de la hausse des coûts énergétiques cet hiver. C'est parce qu'il a passé plus de la moitié de sa vie à vivre aussi loin que possible du réseau électrique. Par choix, il n'a pas d'électricité, pas de gaz et pas de plomberie intérieure. Je n'avais pas envie de faire partie du monde tel qu'il va. Alors j'ai tout quitté. Famille, université, amis, équipe sportive. Et je suis parti dans une direction complètement différente pour être là où j'en suis aujourd'hui. J'ai donc renoncé à tout ce qui pouvait être destructeur pour moi, mes semblables et l'environnement. Cet homme de 72 ans a vécu ainsi pendant une quinzaine d'années en Sicile où il s'est habitué à lire à la lumière des lampes. Il s'est ensuite installé ici dans une ferme délabrée située dans les collines de la région viticole de Verdicchio, sur la côte est de l'Italie. Il y a 36 ans, je suis arrivé ici. Il y aurait eu la possibilité d'utiliser l'électricité, mais j'ai choisi de ne pas l'avoir. Pour l'instant, Cardinali vit avec une petite communauté qui s'appelle la Tribu des Noix Harmonieuses. Ses membres sont lui, ses 2 colocataires, Agnese et Andrea, ainsi qu'un coq, 3 poulets et un chat. Andrea y passe la semaine mais rentre chaque week-end pour s'occuper de sa mère. Agnese, qui a 35 ans, a emménagé il y a 2 ans. Je me sens privilégiée
parce que j'ai la possibilité de choisir ma liberté, même de vivre sans électricité, sans gaz, et d'utiliser le bois et l'huile recyclée des fritures des amis pour faire fonctionner les lampes. Le trio chauffe la maison au bois, cuisine sur un vieux poêle à bois et lit grâce à des lampes alimentées par de l'huile de friture usagée donnée par des voisins. Ils cultivent leurs propres fruits et légumes et des olives pour l'huile d'olive et élèvent des abeilles pour le miel. Une coopérative locale leur vend des sacs de légumineuses, de céréales et de blé qu'ils broient pour faire leur propre pain. Parfois, ils échangent leurs produits contre des choses dont ils ont besoin. L'autosuffisance est une chose très difficile. Il faut beaucoup de gens, volontaires, forts, jeunes, etc. Nous essayons de faire ce qui est possible. Nous sommes autosuffisants en huile d'olive, miel, fruits et légumes, mais nous achetons nos propres céréales et légumineuses. Certains ont surnommé Cardinali l'ermite de Cupramontana, mais il dit qu'il n'aime pas être appelé un ermite. Il dit que la vie est simplement mieux vécue dans de petites communautés. Il lui arrive de rendre visite à des amis, de marcher ou de faire du stop jusqu'à la ville la plus proche pour prendre un café avec des habitants ou rendre visite aux médecins. Il dit que depuis 51 ans qu'il vit de cette façon, il ne l'a jamais regretté. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 20h pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et une très bonne soirée sur NTD.